Merci beaucoup pour cet accueil. Je suis 2 fois ravie, émue, mais même 3 fois, parce que j'ignorais que j'allais être la première femme à parler dans une soirée de clôture, mais des journées internationales. Mais je suis émue pour enfin un peu stressée, on va même dire, pour 2 raisons. Donc je vais vous faire 2 confidences. La première, c'est que je suis vraiment très contente de parler devant vous, parce qu'il y a bientôt 4 ans, quand mon mari est décédé, je me suis posé la question, où est-ce que j'emmène mes enfants? Nous habitions à l'époque dans la région parisienne, à la campagne, et il fallait changer de vie. Il fallait rebondir, pour reprendre le thème de la soirée. Il fallait être capable de rebondir, construire un nouveau projet, une nouvelle histoire, et à ce moment-là, je me suis dit, où est-ce que je vais construire cette histoire? Où est-ce que, après tout, je n'ai pas spécialement d'attache territoriale, il n'y a pas de bastion familial, etc. Donc, à ce moment-là, j'ai pris ma carte, puis j'ai appliqué un certain nombre de critères. Alors, la distance géographique, l'ensoleillement, le prix de l'immobilier au centre-ville, je sais pas, plein de choses. Regardez aussi le nombre d'associations par habitant. Enfin, je vous promets, le nombre de librairies, j'ai même été regarder ça. Vraiment, j'ai pris plein de critères. Les écoles pour les enfants, essentiel. École que je voulais internationale, justement. Et puis j'ai eu la chance, 6 mois plus tard, d'être invitée sur le Queen Mary. Peut-être que certains parmi vous y étaient. Et ce qui était un grand moment. Et c'est en rencontrant donc des entrepreneurs de Saint-Nazaire et de Nantes que finalement, tous mes critères, je les ai oubliés. J'ai dit, ça sera Nantes. Donc voilà, je vous dois, directement ou indirectement, d'avoir fait le choix de venir habiter à Nantes depuis 2 ans. Et j'en suis vraiment très heureuse. La deuxième confidence que je dois vous faire, il se trouve que la société que je dirige, qui s'appelle le LEPAC, un petit centre de recherche indépendant, privé, était aussi le centre de recherche qui était en amont d'une émission qui s'appelait Le Dessous des cartes, que nous avons donc porté pendant 26 ans. Et il y avait, quand on écrivait Le Dessous des cartes, il y avait un thème, une espèce de patate chaude dont personne ne voulait, c'était l'Europe. Parce qu'il y a un sujet dont il est difficile de parler en restant un peu attractif, distrayant, intéressant, c'est l'Europe. Et donc aujourd'hui, je suis à la fois émue et à la fois très stressée parce que je vais vous parler d'Europe pendant 45 minutes, ce qui est pour moi est donc un véritable défi. D'autant plus que les choses changent extrêmement vite ces temps-ci et qu'il a fallu donc que je prépare ça de manière tout à fait précise puisque les choses changent vraiment de jour en jour en ce moment. Et donc, je vais vous parler d'Europe et de résilience. Alors, je ne vais pas vous définir, vous rappeler ce que c'est que l'Europe, quoiqu'elle ait des géographies très variables en fonction des phénomènes dont on parle. Mais en revanche, je vais peut-être rappeler, je voudrais qu'on s'accorde sur le terme de résilience. Donc, vous rappelez un petit peu cette définition. Parce qu'aujourd'hui, c'est un mot valise, c'est un mot qu'on utilise beaucoup et même souvent à contre-emploi. Alors à l'origine, il faut savoir que la résilience est un terme qui vient de la physique des matériaux et qui désigne l'énergie absorbée par un corps lors d'une déformation. En réalité, la définition actuelle de la résilience vient plutôt du champ de la psychologie, dans lequel le terme a migré dans la seconde moitié du XXe siècle. Et pour les psychologues, la résilience désigne la capacité d'un individu à prendre acte d'un événement traumatique, et à le dépasser de manière à se reconstruire. Et donc il ne faut pas confondre la résilience avec ce qu'en anglais, parce que au départ c'était resilience, c'est en anglais, à ne pas confondre avec la notion de coping, toujours en anglais, qui signifie se débrouiller, faire avec, s'en sortir. Dans le cas de la résilience, il ne s'agit pas du tout seulement de faire avec, il s'agit bien de dépasser son état actuel. Et depuis, dans le monde académique, dans le monde économique, dans les journaux, par extension, la résilience désigne la capacité d'un système, d'un territoire, d'une organisation à rebondir à l'issue d'une crise, d'une rupture, d'un choc, et à se transformer, et à transformer cette épreuve, plus exactement, en levier pour aller vers un état qui soit plus conforme au nouvel environnement. Et donc c'est de ça dont on va parler ce soir. C'est comme ça que j'entends le terme résilience dans mon exposé. Donc il ne faut pas confondre avec le terme de robustesse, comme on l'utilise souvent. La robustesse, c'est la capacité d'un système à résister au choc. Donc là, on est en temps réel, au moment même du choc. Alors que la résilience, elle engage non pas une capacité d'adaptation, mais davantage une capacité d'anticipation, de préparation, mais au contraire, une capacité d'adaptation.
Et de fait, c'est assez intéressant de voir que l'Europe n'est pas nécessairement très robuste. Si elle est résiliente, en tout cas, elle n'est pas nécessairement très robuste. Sinon d'ailleurs, comment enchaînerait-elle autant de crises sur toutes ces années, autant de dissensions jusqu'à même remettre en cause un de ses dogmes quasi fondateurs désormais, avec la fermeture des frontières, et ça sans concertation. Donc on voit bien que la construction européenne en elle-même, on ne peut pas dire qu'elle est robuste. Et si on va un peu plus loin, la question en fait qu'on peut se poser, c'est de savoir si d'une certaine manière, cette résilience européenne, elle n'est précisément pas liée au manque de robustesse. Qu'est-ce qui lui permet donc d'avancer, de prendre avantage de chaque événement, de chaque crise, de chaque orage. Et en fait, en réalité, quand on s'intéresse un peu à l'histoire, on s'aperçoit qu'en fait, c'est dans l'ADN même de la construction européenne. Et je vais utiliser la formule de Jean Monnet qui disait « l'Europe se fera dans les crises et ce sera la somme des solutions apportées à ces crises ». Et c'est très juste, quand on réfléchit aujourd'hui à la construction européenne, on se rend compte que, bien avant l'heure, il a eu tout à fait raison. Il ne se doutait pas sans doute que l'histoire vérifierait à ce point sa formule durant plusieurs décennies. Et c'est exactement ce que vient encore illustrer donc, la dernière des solutions apportées par les chefs d'État et de gouvernement en décidant de mutualiser leurs dettes. Alors justement, je voudrais revenir sur ce dernier épisode. Enfin, quand je parle d'épisode, je veux parler de la crise de la Covid-19 et de la résilience qu'elle a sollicitée, qu'elle a permis aux Européens d'engager. Au départ, quand la crise survient, en février-mars, les Européens sont tout de suite massivement touchés et en fait, ils réagissent d'abord en ordre dispersé. La santé, clairement, ne fait pas partie des politiques communautaires. Et donc, par défaut, chacun va s'autoriser à mettre en place un plan national, des plans nationaux qui, en réalité, dont on s'aperçoit rapidement qu'ils ne sont ni cohérents, ni même convergents. Entre ceux qui exigent le confinement tout de suite, ceux qui le refusent, ceux qui pensent qu'il faut porter le masque, ceux qui ne pensent qu'il ne faut pas le porter, etc., etc. Donc, on n'a absolument aucune cohérence sanitaire, épidémiologique, ni même économique, puisque rapidement, les plans d'accompagnement pour éviter l'effondrement économique vont également remettre en cause tous les engagements, les règles budgétaires européennes. On voit aussi, donc je l'ai dit, la fermeture des frontières qui se passe sans concertation à l'échelle européenne. Et résultat, début mars, en fait, un certain nombre d'observateurs pensent que l'Union européenne touche à sa fin, qu'on est à la fin d'un processus, qu'on est à la fin d'une construction, et ce sentiment atteint même Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. En gros, le Covid-19, la crise de la Covid-19, c'était celle de trop, et celle auxquelles les mécanismes européens ne permettaient pas de répondre, au point donc de faire plier, de faire céder les deux fameux piliers européens que sont d'une part le marché unique et d'autre part l'espace Schengen. Et donc si on avait fait cette soirée, à ce moment-là, j'aurais sans doute utilisé une formule assez douteuse du genre « les eurosceptiques et les britanniques en ont rêvé, la Covid l'a fait ». Mais j'aurais été en réalité une fort mauvaise analyste, puisque rapidement après, en quelques semaines, on a vu se mettre en place d'autres mécanismes. Et en réalité, en même temps, on a vu se mettre en place d'autres mécanismes à d'autres échelles, selon un autre principe qui est spécifique et propre à la construction européenne, qui s'appelle le principe de subsidiarité, et qui consiste à déléguer les missions là où à ceux qui peuvent le mieux l'accomplir, à l'échelle où elles sont le mieux accomplies. Et par exemple, on a vu des régions s'entraider de part et d'autre de frontières pour décharger des hôpitaux saturés et éviter les risques de rupture sanitaire totale. On a vu aussi certaines chaînes logistiques internationales se réorganiser à l'échelle des territoires, y compris d'ailleurs dans les Pays de Loire, pour redéployer les flux de denrées et pour préserver l'approvisionnement et la distribution alimentaire des territoires. Un certain nombre de mécanismes comme ça qui se mettent donc en place sans plan international, sans avoir été nécessairement préparés par les États eux-mêmes. Et ce sont ces mécanismes aussi que décrit très bien un autre bâtisseur d'Europe, qui est en la personne de Jacques Delors, qui disait « L'Europe, c'est la compétition qui stimule, la coopération qui renforce et la solidarité qui unit.
Et ça décrit là aussi très très bien le mécanisme qu'on voit se mettre en place avec la Covid-19. Et de fait, derrière ces exemples de solutions sur le terrain, et c'est de solutions mises en œuvre par les régions, on retrouve bien cette idée de solution, oui, de pragmatisme, qui vient se substituer au principe de préparation qui fait défaut, en l'occurrence, et au défaut d'anticipation qui manque évidemment à la construction européenne. Eh bien, c'est aussi le bilan qu'on peut faire au 25 juillet, 5 mois après le début de la crise, au moment où donc la signature de l'accord la signature des chefs d'État et de gouvernement européens sur le fameux plan de relance et de résilience. Et quand on fait le bilan global à ce moment-là, on peut constater que le continent qui finalement avait été à ce moment-là, qui était encore à ce moment-là le plus gravement touché par la pandémie, était celui aussi qui avait pu le surmonter, qui avait réussi à ce moment-là déjà à surmonter la première vague, là où aux États-Unis ou au Brésil, eh bien, la pandémie n'était toujours pas sous l'épidémie, puisqu'on était en cas d'échelle nationale, n'était toujours pas sous contrôle, et que la gestion dans ces pays-là reste très désordonnée. Il était frappant aussi de voir que les Européens ont su gérer cette crise, à la fois en préservant l'ordre social et la démocratie, c'est-à-dire sans avoir recours à des méthodes certes efficaces, mais beaucoup plus coercitives que sont les méthodes chinoises. Autre point frappant à l'heure du bilan, c'est qu'en engageant assez rapidement des politiques contracycliques à l'échelle européenne, en mettant en place des dispositifs de chômage partiel, en adoptant en juillet donc ce fameux plan de relance commun, eh bien l'Europe elle a réussi à montrer la pertinence de son modèle et la robustesse de l'État-providence dont on croyait pourtant, quelques mois plus tôt, que finalement c'était un modèle obsolète et dépassé par la libéralisation économique mondiale. La santé aujourd'hui est l'un des domaines de coopération considérés comme prioritaires par l'Union européenne, alors que, comme je le disais, le point de départ dans la crise, c'est justement l'absence totale de concertation sanitaire. Et bien donc la santé devient un terrain de coopération prioritaire. L'Union européenne a adopté une stratégie unitaire pour doter l'ensemble des États membres du vaccin anti-Covid-19 quand il sortira. Et puis surtout, donc, en adoptant un plan de relance assez audacieux et en amenant les Européens à choisir de mutualiser leurs dettes, eh bien, la crise de la Covid a consacré ce fameux principe de solidarité, qui est donc une troisième caractéristique de la construction européenne. Et donc, ça a relancé ce processus d'intégration, un processus qui est donc parfaitement fonctionnaliste, incrémental et finalement opportuniste. Alors, juste pour ceux dont les cours d'histoire sont loin, je vais juste rappeler quelques-unes de ces grandes étapes et opportunistes de l'histoire européenne. Alors, rappelez-vous, au départ, l'idée des fondateurs, ça consiste à mutualiser des intérêts, à créer des intérêts communs pour créer des solidarités dont ils se pensent alors qu'elles seront le seul moyen de mettre fin à des siècles d'hostilité intra-européenne, de conflits intra-européens. Et comme le charbon et l'acier sont alors un enjeu de premier plan, un enjeu stratégique, eh bien ils en font la première politique commune avec la création de la CECA en 1954. D'une politique du charbon et de l'acier, on est ensuite passé à une politique agricole commune avec la signature du traité de Rome et l'instauration du marché commun en 1957. Puis on est passé d'un marché commun à... Pardon, le traité de Rome en 1957, puis adoption d'un marché commun, excusez-moi, c'est en 1968. De là, du marché commun, on est passé cette fois à un système monétaire européen, 1979. En 1993, on passe aussi à un marché unique, et 6 ans plus tard, même à la monnaie unique, puis à une politique supranationale en 2009. Donc vous voyez un petit peu la transformation incrémentale de la construction européenne. Et donc, dernière étape, la constitution d'une dette européenne qui, logiquement, devrait mener, tôt ou tard, à la création d'une fiscalité européenne pour consolider les budgets communautaires. Et quand on analyse chacune de ces étapes, on s'aperçoit que le plus souvent,
Eh bien, ce sont les crises qui donc servent de déclencheur au renforcement de l'intégration européenne et ce qui donne donc tout son sens à cette notion de résilience. On se souvient donc, par exemple, que la mise en place des mécanismes d'action de solidarité monétaire et financière a été rendue possible en réalité par la crise financière, puis la crise de la zone euro en 2008 et 2009. De la même façon, la crise migratoire de 2015, c'est elle qui a conduit à renforcer la gestion commune des frontières extérieures, bien sûr, de l'Europe, et à mettre en place la politique de demande d'asile de l'espace Schengen. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'à chaque crise, eh bien, les présages sur l'avenir de l'Europe sont très mauvais. Rappelez-vous, en 2009, au moment de la crise grecque, rappelez-vous ce qu'on disait de l'Europe. Et si vous prenez la couverture des journaux du printemps, c'est pareil, on pouvait être extrêmement inquiet. Ça a été le cas aussi avec le Brexit, bien sûr. Le Brexit, dont on pensait qu'il était le premier épisode d'un démembrement progressif de l'Union européenne. Et donc, c'est évidemment, ça a été le cas au début de la pandémie. Rappelez-vous aussi les Italiens, qui, à ce moment-là, développent un sentiment anti-européen, avec le sentiment que l'Europe les laisse tomber, pas seulement en Italie, en Europe du Sud, mais c'est plus particulièrement marqué en Italie à ce moment-là. Et pourtant, malgré tout ça, eh bien, une fois encore, c'est la prise de conscience systémique qui l'a emporté et qui a permis de franchir cette étape supplémentaire, sans pour autant qu'elle n'ait été politiquement programmée. Et ça aussi, c'est pour ça qu'on peut parler vraiment de résilience. Alors là, je vais encore emprunter une formule, cette fois à l'ancien président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, pour qui le choix n'est pas entre la méthode communautaire et la méthode intergouvernementale, il est entre une solution européenne ou pas de solution du tout. Et c'est vraiment aussi l'impression qui domine depuis quelques mois en Europe. Partant de ce constat, de ce mécanisme de résilience européenne, et qui est donc une adaptation et une utilisation des crises comme moteur de progrès et de construction, et bien évidemment, il est intéressant de s'intéresser aujourd'hui aux différentes crises qui modifient et qui vont encore modifier l'environnement européen pour savoir où est-ce que l'Europe va utiliser sa capacité de développer sa capacité de résilience. Et la première crise que j'ai envie de citer, c'est celle du leadership mondial, dont la crise de la Covid n'est en réalité pas le vrai déclencheur, mais un révélateur marquant. S'agissant des États-Unis d'abord, si on avait imaginé que la pandémie se soit développée avec un Obama au pouvoir, probablement que l'histoire eût été très différente. En tout cas, il aurait été normal, il aurait été attendu que les États-Unis s'emparent de la fonction de chef de file dans la lutte contre le coronavirus, comme auparavant il l'avait fait face au terrorisme ou face à la crise financière. Là, au contraire, on est frappé du contraste entre ce qui a porté le président Trump au pouvoir, c'est-à-dire America First, Make America Great Again, et l'enlisement à la fois sanitaire, social, politique, auquel on assiste depuis quelques mois aux États-Unis. Et quoi qu'il ne faille absolument pas sous-estimer la puissance réelle des États-Unis, tant sur le plan militaire que sur le plan qu'avec leur autonomie énergétique, que sur le plan numérique, bien sûr, et avec la mainmise, et on y reviendra, sur 80% de nos données quand même. Il est frappant de voir que les États-Unis n'ont pas su développer justement cette résilience politique, que la Fédération américaine n'a pas su développer cette forme de résilience, et laissant le président alterner entre déni de crise et discours belliqueux, y compris à l'égard de ses alliés européens et des institutions internationales, comme l'OMS. Tout aussi surprenant, et peut-être même plus, la Chine ne s'est pas non plus emparée de la place. Pire encore, les mesures récemment adoptées par les États-Unis pour faire pression sur la Chine ont révélé qu'en réalité, la superpuissance de l'innovation restait totalement dépendante des technologies occidentales. Et d'une certaine manière, la tentative de passer en force pour la 5G avec l'entreprise Huawei, eh bien, ça a fini par écorner l'image d'une Chine toute puissante et autonome sur le plan technologique.
En même temps, la crise sociale et économique que traverse la Chine, même si elle est relativement moins, je dis bien relativement moins importante que dans d'autres régions du monde, eh bien, il n'empêche qu'elle est venue entamer les marges d'action financière et économique, enfin surtout financière, de la Chine sur la scène internationale, alors que justement les fonds souverains chinois sont un de ses principaux leviers pour s'imposer comme une puissance globale et accompagner ses entreprises à l'export. Par exemple, en déployant ces fameuses nouvelles routes de la soie. Eh bien, donc, la Chine, malgré des efforts diplomatiques pour afficher une solidarité, n'a pas réussi à se positionner, a échoué à se positionner comme leader, comme leader responsable aussi, par refus de transparence, et n'a pas suscité de désir de Chine. Au contraire, elle a crispé. La crispation de ses relations avec l'Australie, enfin sa gesticulation avec l'Australie récemment, et toujours actuellement d'ailleurs, ont également entamé sa réputation, enfin la fiabilité de ses partenariats. Résultat, l'Union européenne, puis on a vu la politique de provocation, aussi bien à la frontière indienne, à Hong Kong, au Xinjiang, sans parler de toutes les déclarations agressives de la Chine à l'égard des États-Unis. Résultat, l'Union européenne, qui habituellement est plutôt plus prudente à l'égard de son partenaire commercial, eh bien, a multiplié cette fois les déclarations de méfiance à l'égard d'un régime hyper nationaliste et totalement focalisé sur son maintien au pouvoir. Même l'Afrique, dont on connaît la dépendance au capital chinois, eh bien même l'Afrique a décidé de réagir par la publication d'une lettre ouverte commune de ses ambassadeurs pour demander un meilleur traitement de ses ressortissants en Chine. En résumé, alors qu'on pensait que le rapport de force entre les États-Unis et la Chine allait désigner le nouveau grand leader, si je puis dire, et écarter définitivement les Européens de la course à la puissance, eh bien on peut se demander si finalement, à la faveur de cette crise du Covid et de la résilience qu'elle a suscitée chez les Européens, eh bien si justement ce n'est pas ces Européens qui vont sortir vainqueurs de l'épreuve que le monde traverse aujourd'hui. Et si ce n'est pas les Européens en tant que puissance, eh bien en tout cas leur modèle, dont je disais tout à l'heure qu'on le pensait obsolète encore il y a quelques mois. C'est ce qui d'ailleurs a poussé, j'ai trouvé ça très intéressant, au mois de mai, le ministre des Finances allemand, Olaf Scholz, qui avait comparé alors le plan de relance européen, à la démarche d'Alexander Hamilton, le premier secrétaire au Trésor américain, qui en 1790 avait convaincu le gouvernement fédéral de centraliser les dettes de l'État et de créer une banque nationale, et ce en dépit de l'opposition du président de l'époque, Thomas Jefferson. Eh bien, si on s'en tient à cette comparaison, on peut donc espérer que l'Europe reprenne un jour, ou prenne, je ne sais pas si c'est prenne ou reprenne, son rôle sur la scène internationale, comme l'avait fait à l'époque le président Wilson, quelques décennies plus tard, à la faveur donc, de cette unité de la fédération. Évidemment, c'est difficile de répondre aujourd'hui, d'autant que la crise est loin d'être finie, que la pandémie semble reprendre aujourd'hui de la vigueur. Et qu'on voit d'ailleurs à nouveau se déclencher des réflexes de fermeture, notamment de fermeture des frontières. Pour autant, la situation actuelle de l'Europe, il est important de l'analyser en tenant compte du fait que l'Europe qui aborde cette deuxième vague n'est pas l'Europe du printemps dernier. Et qu'elle est désormais beaucoup mieux armée pour faire face à la fois aux périls sanitaires, mais aussi à ses impacts économiques. Donc finalement, maintenant, ce n'est pas tant à l'intérieur de ces frontières que la stabilité européenne se trouve exposée, mais plutôt, et c'est le deuxième point que je voulais développer, c'est à sa périphérie. Si on fait le tour des frontières européennes, on est quand même assez frappé par la détérioration de la situation depuis quelques mois. C'est vrai que notre attention a été toute focalisée par la crise à l'intérieur d'Europe, la crise de la Covid, mais quand même, au sud, on voit que les crises et les conflits s'accumulent en Libye, au Sahel, en Syrie, au Liban, mais aussi en Méditerranée orientale, où la Turquie se montre de plus en plus agressive et fait monter la tension, y compris d'ailleurs dans le couple franco-allemand. Maintenant, si on va à l'est et au nord, on voit que le mouvement de contestation en Biélorussie complique notre relation avec la Russie. Le problème ukrainien n'est pas réglé. Et puis bien sûr, l'empoisonnement d'Alexei Navalny n'arrange pas les choses dans cette relation et divise l'Européen sur la réponse qu'il conviendrait d'apporter à Moscou, au risque de compromettre des intérêts commerciaux de certains pays européens.
Si on va à l'ouest, cette fois, on s'aperçoit aujourd'hui que le Brexit entre dans sa phase finale et qu'on est dans un mode de relation de plus en plus tendu et qu'on pourrait fort bien ne pas déboucher sur un accord d'ici à la fin de l'année. Plus à l'est encore, et j'en ai parlé, Donald Trump a emmené finalement l'allié américain dans une telle dérive qu'aujourd'hui, la seule chose qu'on attend, c'est le 3 novembre, pour savoir si les électeurs américains vont permettre de remettre dans l'ordre dans une relation qui est désormais extrêmement confuse. Voilà, si on fait donc ce rapide exposé de l'environnement géopolitique de l'Europe, la question se pose de savoir si l'Europe peut faire haute preuve d'autant de résilience, si elle peut saisir cette espèce d'opportunité de crise extérieure pour la transformer à l'intérieur. Si elle saura également transformer cette prise de conscience de ses dirigeants, de toutes les faiblesses que j'ai évoquées, qui ont été révélées par le Covid, en levier de transition pour renforcer l'autonomie de l'Europe, donc son indépendance et donc sa souveraineté. En somme, est-ce que l'Europe est capable de s'appuyer sur les risques qui la fragilisent pour devenir plus maîtresse de son destin sur la scène internationale à un moment où, en plus, elle ne peut plus s'appuyer sur ses alliés traditionnels comme les États-Unis et la Turquie? Alors, je n'ai pas la réponse à la question, mais il me semble que la réponse va se jouer, directement ou indirectement, sur 5 terrains. Alors, je ne vais pas tous les développer, mais 5 terrains qu'il convient de suivre attentivement. Le premier, c'est le champ des relations avec la Russie. C'est un terrain plusieurs fois miné pour des raisons historiques, bien sûr, miné par cet impérieux désir de prendre sa revanche par Moscou, après sa défaite dans la guerre froide, miné aussi pour des raisons géographiques, qui offrent à la Russie de formidables leviers énergétiques sur certains États membres, par exemple, miné aussi par l'expertise russe en cybercriminalité et en fake news, qui vient aussi qui vient s'interférer dans le décor politique européen. Deuxième, la scène politique européenne. Deuxième terrain miné sur lequel les Européens se déchirent, c'est celui des migrations. Même si on entrevoit depuis hier quelques progrès avec le projet, je ne sais pas si vous avez vu ça dans les journaux, de pacte sur la migration qui a été présenté donc hier à Bruxelles et qui entend donc permettre aux pays membres de trouver un compromis entre contrôle et solidarité et donc de surmonter les nombreux points qui les devisent pour 2015. Mais il s'agit d'un projet et il n'a seulement été présenté, rien n'est débattu. Et là, on sait que le chemin sera long et difficile. Donc ça, ce sont des terrains difficiles. Mais j'ai choisi de développer davantage 3 autres terrains sur lesquels, à mon sens, l'Europe a plus de moyens de montrer, d'exercer sa capacité de résilience. Le premier terrain, c'est un que vous connaissez bien, c'est celui de l'industrie. Puisque avec la fermeture des frontières internationales et le confinement des travailleurs, eh bien, les Européens ont pris, comme d'autres d'ailleurs, la mesure de la fragilité de leur chaîne de valeur et puisqu'elles se sont retrouvées, pour un certain nombre d'entre elles en tout cas, surtout celles qui sont à l'international, dépendantes de leurs clients, mais plus encore de leurs fournisseurs étrangers. Et parmi ces fournisseurs, on l'a vu aussi, la Chine arrive en tête, y compris pour des produits qui sont devenus stratégiques depuis, comme ce que vous portez sur le visage, les gels hydroalcooliques ou les respirateurs, mais aussi d'autres médicaments d'ailleurs. Et donc la question là qui est posée désormais, c'est celle du redéploiement de la chaîne de production, des chaînes de production européennes et du rapatriement en Europe de segments de production qui avaient donc été délocalisés vers des régions à la faveur de la libéralisation économique mondiale. Il est question aussi de mettre en place, pour accompagner ce mouvement de rapatriement, si je puis dire, de mettre en place des normes et des taxes pour encourager le mouvement. Alors, pour certaines analyses, il s'agit là d'une opportunité qui permettrait de recréer de l'emploi qui a été confisqué par la mondialisation. Autrement dit, d'une mesure qui a un ressort économique, mais aussi un ressort social, un ressort patriotique. L'occasion aussi de couper l'herbe sous le pied de mouvements populistes ou de mouvements eurosceptiques. Pour d'autres encore, il s'agirait d'une mesure écologique, puisqu'en réimplantant la production au sein de l'Union européenne, on réduirait de facto la quantité de CO2 émise lors du transport des composants ou des produits finis importés. Mais à ces analyses, d'autres analyses viennent s'opposer, bien sûr. Par exemple, pour un certain nombre d'études, rien ne prouve qu'en réalité, la relocalisation ne bénéficiera pas davantage à la robotisation plutôt qu'à l'emploi.
Pour d'autres encore, la distance géographique, c'est un faux problème, puisqu'en réalité, la rupture des chaînes de production pendant la Covid ne procédait pas tant de la distance géographique que de la concentration de la production, qui s'est accrue depuis quelques années dans absolument tous les secteurs. Et par conséquent, qu'une usine de gants chirurgicaux se situe en Malaisie ou se situe en Slovaquie, ce n'est pas tant le problème, ce ne serait pas tant le problème. Ce qui est important, c'est de diversifier les sources pour réduire l'exposition au risque quand un pays entre en crise ou une entreprise entre en crise. Et puis pour le commissaire européen au commerce, cette relocalisation, cet appel à la relocalisation est en réalité dangereuse. Est un raisonnement dangereux puisqu'il rappelle que quelques 35 millions d'emplois en Europe dépendent des exportations européennes, autrement dit de l'ouverture du continent, et c'est, j'imagine, parce que vous ne direz pas le contraire. Et puis, évidemment, à cet argument, la géographie vient ajouter une autre réalité qui vient encore complexifier cette équation. Et là, je fais référence à la dépendance de l'Europe aux minerais, aux ressources, mais aux matières premières, et en particulier aux minerais, une telle dépendance qui ne lui permet sans doute pas, en réalité, de s'aventurer dans une politique protectionniste, sauf, évidemment, à fragiliser, à exposer ses approvisionnements stratégiques. Il faut savoir, par exemple, je rappelle, parce que vous devez le savoir, que 75 à 100% de la plupart des métaux que nous utilisons dans nos industries viennent de pays non membres, et qu'à elle seule, la Chine représente 98% des approvisionnements européens en terres rares, que la Turquie fournit 98% du borate, un produit qui est un produit clé pour la fabrication de produits ignifuges et pour les aimants. Et cette dépendance, évidemment, il faut la replacer dans la perspective de la transition numérique et de la transition énergétique, qui évidemment accroissent cette demande en minerais. Rien que pour les batteries des voitures électriques et le stockage énergétique, l'Europe aura besoin de 18 fois plus de lithium d'ici à 2030, peut-être 60 fois plus d'ici à 2050, du moins si on ne change pas de modèle. Et donc c'est pour répondre à cette crise, alors cette fois il s'agit d'une crise à venir, d'une crise attendue, une crise des minerais, que la Commission s'apprête à lancer un nouveau projet, un projet d'intérêt commun qui s'appelle l'Alliance européenne des matières premières, et qui doit permettre à différents acteurs européens d'allier leurs forces et de développer une capacité locale de production, de transformation et de recyclage des métaux stratégiques. Cette alliance devrait regrouper des entreprises minières, des utilisateurs, des acteurs du recyclage, des ONG, des syndicats, des territoires, enfin, les territoires plus concernés, et la Banque européenne d'investissement. Alors c'est pas fait, c'est un projet. Et ce n'est pas acquis, puisque les investissements nécessaires sont absolument gigantesques. Et par ailleurs, on connaît l'hostilité des opinions publiques à l'importation d'industries qu'on juge polluantes, d'industries sales, pour ne pas utiliser le mot. Mais il n'empêche que c'est intéressant de voir cette stratégie, cette tactique plus exactement, surtout qu'elle n'est pas le premier épisode, elle n'est pas la première du genre. Il y avait déjà l'Alliance pour la batterie, qui a été lancée en 2018 et qui a été la première du genre et qui permet aujourd'hui d'espérer que 80% des batteries au lithium pour le parc électrique, automobile électrique européen, sera couvert d'ici à 2025. Et ce, notamment, grâce à de considérables investissements européens, 2 fois plus importants depuis 18 mois que ceux réalisés par la Chine. On peut évoquer aussi 2 autres alliances qui ont vu le jour, dans le secteur plastique d'une part, dans le secteur de l'hydrogène d'autre part, et puis d'autres qui sont en préparation sur les principes actifs pour les médicaments, sur les industries bas carbone, sur la microélectronique, et puis enfin sur le cloud. Est-ce que cette tactique d'alliance, cette stratégie de mettre en place des alliances dessine en filigrane, finalement, c'est une véritable politique industrielle communautaire, qui ne dit pas son nom, mais qui permet en tout cas de réintroduire les aides d'État dans des domaines stratégiques ou d'avenir et finalement d'être à armes égales, par exemple avec les Chinois. Donc on voit bien là qu'on peut là aussi parler d'une véritable stratégie de résilience européenne et qui me paraissait donc intéressant d'exposer pour éclairer ce fameux débat sur la relocalisation en Europe. Le deuxième terrain porteur de crise et de résilience, c'est le secteur numérique, bien sûr, où le retard des Européens les expose à la fois leur souveraineté, leur indépendance,
leur avance technologique, leur sécurité et même leur stabilité politique avec la montée en puissance du phénomène de fake news et de réseaux sociaux. Là encore, c'est la crise de la Covid qui est venue le souligner. Les Européens sont marqués par une dépendance extrême aux plateformes américaines et aux fournisseurs américains, aux fournisseurs de bandes passantes notamment, dont dépendait la robustesse économique de l'Europe pendant le confinement, mais aussi l'acceptation sociale du confinement. Sans Internet, sans application, sans possibilité de travail à distance, le confinement n'aurait pas été possible. Et donc ce confinement a été largement lié à la possibilité d'avoir accès à la bande passante pour développer donc des visioconférences, du e-commerce, etc., etc. Or, au vu de la hausse des données, de la circulation des données auxquelles on a assisté pendant le confinement, on peut se réjouir que Netflix et YouTube aient accepté de baisser la qualité de leur propre flux et de leur propre trafic sur les réseaux pour préserver un niveau de bande passante suffisant au et le laisser au télétravail ou aux applications professionnelles. Un problème que les Chinois, eux, avaient largement anticipé, puisque convaincus depuis bien longtemps que désormais la souveraineté échappe à la géographie des territoires et notamment grâce au numérique, eh bien, les Chinois ont mis en place, comme vous le savez, une grande muraille qui a interdit aux principaux acteurs du numérique comme Google et Facebook d'accéder à la population chinoise. Et aujourd'hui, eh bien, une dizaine d'années plus tard, les 900 millions d'utilisateurs d'Internet en Chine utilisent largement, essentiellement, des technologies locales chinoises contrôlées que sont WeChat, Baidu, Alibaba, alors que les Européens, eux, sont toujours sur Facebook et sur Google ou sur Amazon. Autre volet de cette géographie du numérique qu'il convient d'avoir en tête, et c'est celle qui porte évidemment sur les milliers de kilomètres, les centaines de milliers de kilomètres de câbles qui transportent nos données. 99% des données numériques circulent par câble pour seulement 1% par satellite, et donc qui, à ce titre, évidemment, représente un enjeu stratégique de première importance. Désormais, au stade où on en est, au stade de dématérialisation de l'économie mondiale, a fortiori après la Covid-19, eh bien c'est tout le système monde, finalement, toute l'économie monde, qui repose sur ce réseau de tubes métalliques et de fibres numériques, dont la longueur, ça je l'ai appris en préparant cet exposé, représente 3 fois la distance de la Terre à la Lune aujourd'hui. Et donc, il n'est pas surprenant non plus d'apprendre qu'entre 2018 et 2020, sur 2 années, les acteurs du secteur ont investi, par exemple, 8,8 milliards de dollars pour le développement de ces réseaux. Et alors maintenant, quand on va regarder de près, qui sont ceux qui ont investi sur les réseaux? Eh bien, on trouve Google en premier, suivi de Facebook, Amazon, Microsoft et des Chinois. Autrement dit, plus le monde se dématérialise, plus il devient tributaire de ceux qui transportent et qui stockent les données, et en l'occurrence, ils ne sont pas européens. Au-delà, évidemment, du problème de l'usage et de la propriété des données, qu'on évoque beaucoup en Europe et à juste titre, on parle là donc d'un véritable enjeu de sécurité. Comme je le disais, il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% du trafic de données générées en France converge vers les États-Unis. Et c'est vrai pour l'ensemble des pays européens, en réalité, à des proportions plus ou moins variables, mais enfin, en gros, on est dans le même ordre de grandeur. Plus globalement, je vous rappelle que les GAFAM maîtrisent 40% du marché de la bande passante. D'ici 2024, on estime que 95% de la capacité sur l'Atlantique, donc Europe-Amérique, sera contrôlée par les GAFAM, au lieu seulement de 50% aujourd'hui. À ce stade, donc, la dépendance de l'Europe vis-à-vis des Américains serait absolument totale. On peut parler d'allégeance. Ensuite, ce sont aussi évidemment les États-Unis qui continuent de contrôler l'ICANN, organisme qui attribue les noms de domaine. Et puis, bien sûr, ce sont Google, Facebook, Twitter, Netflix, Uber, Airbnb, Zoom, Skype. Vous connaissez toutes ces applications qui sont toutes américaines et qui nous furent si précieuses, évidemment, pendant le confinement, mais dont je vous rappelle qu'elles sont assujetties au droit américain. Quant à la conservation des données, au stockage des données, il est réparti dans des centres qui sont situés un peu partout dans le globe, y compris en Europe. Mais là encore, on sait, grâce à Edward Snowden, que les voies du trafic Internet font finalement transiter toutes nos informations vers des serveurs qui sont soit basés aux États-Unis, soit sur des câbles américains, et ce qui permet de les collecter, de les surveiller, de les décrypter à travers des programmes d'espionnage connus sous le nom de Upstream ou de Tempora.
Donc même si nous, Européens, nous nous délectons à repérer les signes du fameux déclin de la puissance américaine, en réalité, on voit que grâce au numérique, elle n'est pas si vacillante que ça, mais simplement qu'elle se déplace, et elle s'est déplacée en particulier vers un nouveau champ stratégique où les Américains continuent d'investir massivement aujourd'hui, tout comme les Chinois. Et symptôme de cette espèce de talon d'Achille européen, c'est ce rapport de force extrêmement défavorable dans lequel se trouve l'Europe. Il suffit de voir à quel point les pays européens ont eu du mal à faire appliquer leur fiscalité, à imposer leurs règles sur la propriété des données. On se souvient des mesures de rétorsion douanière que les États-Unis ont prises à l'égard de la France quand, en 2019, la loi sur la taxe sur les GAFA a été adoptée. Je ne sais pas si vous avez vu aussi, il y a 2 jours, qu'en réponse à la CNIL irlandaise qui demandait à Facebook de suspendre le transfert des données des utilisateurs européens vers les États-Unis, eh bien, le réseau social américain a dit que ça allait être difficile, c'était techniquement irréalisable et que par conséquent, ils allaient devoir interrompre Instagram et Facebook en Europe. Autrement dit, même si l'Europe est en pointe dans la lutte face aux GAFAM, sur des questions comme le droit à l'oubli ou sur la protection des données, eh bien, avec la loi RGPD, eh bien, on voit qu'elle peine énormément à imposer sa souveraineté sur ces nouveaux territoires que sont les modes virtuels, les modes distanciels, et à l'imposer et à la reprendre aux Américains. Voilà pour éclairer cette décision de la Commission européenne d'octroyer pas moins de 20% de l'enveloppe du plan de relance européen, qui s'appelle donc Next Generation EU, soit 150 milliards d'euros au numérique, en portant justement l'accent sur le partage des données industrielles, sur la digitalisation de l'économie européenne et l'accès au débit d'ici à 2030. Ce qui est l'autre grande enveloppe gagnante de la relance, vous le savez, et ça va être mon 3e et dernier terrain que je voudrais évoquer aujourd'hui, c'est évidemment sur lequel terrain de crise et sur lequel la résilience européenne pourra se jouer, c'est évidemment le terrain écologique, environnemental, le réchauffement climatique, auquel Bruxelles prévoit de consacrer 37% des dépenses qui seront faites dans le cadre de la bien nommée facilité de relance et de résilience. Un objectif qui évidemment vient s'inscrire dans la continuité de ce qu'on appelle le pacte vert, un programme écologique ambitieux, rappelez-vous, qui avait été adopté fin 2019 et qu'on a vu mort aussi au printemps, et finalement non. Programme écologique qui doit permettre à l'Union européenne de devenir climatiquement neutre d'ici à 2050 et qui comporte pour cela des étapes et des objectifs extrêmement précis, chiffrés, tant sur le climat que sur la biodiversité. Vous l'avez entendu il y a quelques jours, c'est dans ce cadre-là que l'objectif de réduction des gaz à effet de serre européen a été ramené de 40% à 55% d'ici à 2030 par rapport à 1990. C'est aussi dans ce cadre-là qu'au mois de mai, il a été décidé de protéger au moins 30% des terres et des mers européennes d'ici à 2030, au lieu de 26% des terres aujourd'hui et seulement 11% des mers aujourd'hui aussi. Un programme qui évidemment repose sur un plan d'investissement massif qui doit permettre de financer tous ces objectifs climatique et économique de l'Europe et qui doit aussi appuyer ce qu'on appelle un plan de transition juste qui doit permettre à chaque pays membre, évidemment, de pouvoir prétendre à une économie durable et neutre pour le climat. Des investissements qui doivent être encadrés par la taxonomie européenne, qui a été également développée pendant l'année 2019, c'est-à-dire des règles d'encadrement des produits financiers pour que ce soit des produits de plus en plus verts et durables. Au total, donc, cette feuille de route, eh bien, elle prévoit des investissements de 1000 milliards d'euros sur les 10 prochaines années pour faire de l'Europe donc un continent bas carbone. Alors, on pourrait évidemment discuter longtemps de ce plan, de son ambition, du fait que ça a été une telle priorité pour la nouvelle Commission. On pourrait parler de ses incohérences aussi, de la résistance des fonds d'investissement à la taxonomie. On pourrait parler aussi de la résistance de certains secteurs à mettre en place, à accélérer le mouvement. On pourrait parler du marchandage des États frugaux au moment de la finalisation de l'accord de relance, qui, pour accepter donc l'accord européen, sont venus grignoter dans les budgets alloués notamment au pacte vert.
Mais dans tous les cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'il s'agit pour la première fois d'un projet systémique, c'est-à-dire qui est transversal, qui touche toutes les politiques, à grande échelle, qui est unique en son genre à l'échelle mondiale, et qui, à la faveur de la crise Covid, pourrait même être fondateur d'un nouveau récit. C'est trop tôt pour le dire, mais ce serait là un nouvel exemple d'une résilience absolument incroyable de l'Europe, au moment où, justement, après le Brexit, en pleine crise économique et sociale, il devient de plus en plus urgent, évidemment, de plus en plus important de proposer une vision, de proposer un projet et un récit qui fédère, qui de nouveau fédère, plus qu'il ne divise. La Covid, on l'a vu, a une force centrifuge importante en fermant les frontières. Il était donc très important de se concentrer sur un projet fédérateur. Un projet qui ait du sens, vous l'avez évoqué plusieurs fois tout à l'heure, le sens, c'est extrêmement important, y compris notamment pour la jeunesse européenne. Le sens que les fondateurs d'Europe avaient réussi à trouver, mais que les jeunes Européens ne connaissent plus. Pour eux, le traité de Rome, Maastricht et l'acte unique, en gros, ça relève de la préhistoire. Donc il est important de pouvoir réinsuffler finalement cette envie d'Europe, ce désir d'Europe qui s'était largement essoufflé au fil des crises et de la construction européenne. Et puis un projet important aussi parce qu'il pourrait servir d'exemple au moment où la mobilisation est évidemment des plus urgentes, au risque de connaître une crise plus importante, définitivement délétère, que serait la crise que les dernières mesures du réchauffement climatique, et là je fais référence à ce que vous avez pu lire dans vos journaux hier et avant-hier, font redouter, et au phénomène d'emballement qu'on commence à redouter. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que cette résilience européenne, il me semble qu'aujourd'hui, non seulement c'est une réalité, et non seulement c'est une nécessité, mais en plus c'est entre guillemets une forme d'espoir et une forme de message. C'est cette capacité de rebondir et de recréer un projet qui soit attractif et qui permette de concilier les intérêts de chacun et de tous. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si ça marche. C'est bon ? Ok. Bon, merci beaucoup Virginie pour vos propos qui confortent ce que sont aussi mes convictions. D'un côté, la Covid, c'était une crise effectivement importante, frappante pour nous tous. D'autre part, ça peut être une opportunité pour nos entreprises, pour le relance européen, dans lequel je crois profondément. Et ce que vous avez dit sur les mesures européennes sur le plan de relance industrielle, ça nous conforte, nous tous ici présents dans la salle, sur notre capacité de rebondir après cette crise. Je laisse maintenant un moment pour nous tous, pour vous poser des questions, si vous voulez vous asseoir à côté de moi. Donc, Bruno, vous avez une question peut-être ? Non. Renan. Merci. Dans votre analyse des résiliences, on voit bien qu'il y a... vous avez axé 3 axes autour de la relocalisation qu'on comprend et qu'on voit bien. Sur le green, l'écolo, sur lequel on voit bien, comment on y va. Et votre description de notre faiblesse sur le numérique est absolument effarante. Enfin, en tout cas, je n'en avais pas conscience à ce point-là. Et ma question, c'est là-dessus, quelles sont les pistes ? Est-ce qu'il y a des pistes existantes ou est-ce qu'il y a des pistes sur lesquelles il pourrait y avoir un mode de résilience ou un mode de défense de l'Europe face à cette hégémonie sur la maîtrise et des GAFAM, des données et des réseaux? Alors, pour vous dire la vérité, il y en a, mais elles ne sont pas encore... et surtout, il va y en avoir encore plus avec le plan numérique. Et pour l'instant, à l'échelle, il n'y a pas d'alliance du numérique. Alors, il y a un projet d'alliance du cloud qui est extrêmement intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu ce schéma, on l'a vu passer pour ceux qui vont sur LinkedIn de temps en temps, moi je l'ai vu là en tout cas.
ce schéma où on voit les clouds, les différents clouds, justement, les sociétés de stockage des données. Et pour la première fois de l'histoire, alors vous avez des gros points chinois, américains, vous avez Amazon qui est de très loin le plus grand, mais bon, vous avez et pour la première fois, on voit un tout petit point, et c'était le seul point européen, c'est OVH, qui est la première société à pouvoir être visible à l'œil nu par rapport aux autres. Donc le chemin est absolument immense à parcourir. Je ne sais pas très concrètement, après, s'il y a aujourd'hui des programmes de coopération, je n'en ai pas entendu, je n'ai pas lu et entendu, ça ne doit pas être si saillant que ça, puisque je pense que sinon je serais tombée dessus dans toute la revue intense que j'ai pour préparer cet exposé. Il me semble qu'on est là, au stade de on est encore au stade de la prise de conscience, quasiment. L'autre chose qui m'a frappée en préparant, en lisant, c'est le montant des investissements. Justement sur la 5G, parce que j'ai été aussi chercher un petit peu du côté de la 5G pour essayer d'avoir une opinion sur pour ou contre la 5G. Parce que les avis sont partagés, c'est moins qu'on puisse dire, et à juste titre, parce qu'il y a effectivement des tas d'arguments. Alors c'est la 5G, il y a deux débats, c'est Huawei ou pas Huawei, et après 5G ou pas 5G. Ce sont deux débats différents. En termes de sécurité, si vous voulez les rapports, j'ai lu un compte-rendu d'un rapport du CESE, par exemple, qui a auditionné des gens responsables de la sécurité en France. On n'est pas tout à fait prêt. Je pense que ce n'est pas tout à fait le moment d'accueillir des sociétés, enfin de confier nos intérêts à des sociétés chinoises, ça paraît clair. En revanche, sur la 5G, c'est beaucoup plus compliqué. Mais on s'aperçoit que finalement, le curseur on se demande si le curseur de décision, ça ne doit pas être justement se saisir une occasion, une opportunité pour... je suis partagée sur cette histoire de la 5G, mais en tout cas une opportunité pour investir dans le numérique, ce qu'on n'a pas fait pour le moment. C'est très clair qu'au jour d'aujourd'hui, c'est frappant de voir que même au niveau des centres de recherche, etc., tout ça n'est pas mutualisé. Il n'y a aucune mutualisation, alors qu'il y en a dans l'aéronautique, par exemple. Galileo, si on reprend Galileo, regardez, c'est absolument incroyable, ça a mis plus de 20 ans et c'est même pas encore sorti c'est une véritable gabegie si on regarde les budgets et tout ça. Donc on se rend compte de la difficulté, et pourquoi, je ne sais pas, mais la très grande difficulté des Européens. Est-ce que c'est précisément cet échec-là qui fait que... Mais une frilosité, une difficulté. Donc il y a sûrement des voies, puisque si on a pu faire Airbus, il doit y en avoir d'autres, mais il y a ce phénomène d'alliance. Mais à mon sens, aujourd'hui, il n'y a pas encore de choses très concrètes. Mais je me trompe peut-être. J'avais une question. Au regard du plan de relance européenne, vous avez justement dit que c'est le moment aussi de relancer l'idée de l'Europe auprès des jeunes. Est-ce qu'il y a aussi des projets culturels qui vont être renforcés? Parce que je pense qu'il s'agit aussi, pour surmonter certaines difficultés de coopération européenne, il s'agit aussi pour moi de travailler un peu plus côté culturel. Moi, je partage votre opinion, et en même temps, on le sait, avant la Covid, c'était des budgets qui étaient, vous le savez, très menacés, y compris les budgets de collaboration universitaire. Donc j'espère que ça va faire partie des objectifs. Il paraît clair aussi qu'on ne pourra pas mutualiser davantage nos recherches, nos coopérations scientifiques, etc., si on n'accompagne pas davantage les jeunes dans un projet culturel commun. Ça fait partie de... Maintenant, je partage votre analyse. Je n'ai pas vu que c'était aujourd'hui une priorité dans les plans de relance européenne, mais en même temps, ça va être très compliqué de tout relancer en même temps, mais d'autant plus qu'il y a un problème de circulation et de frontières. Donc je pense que tant que la crise est là, ça va être très compliqué d'arriver à formuler et visualiser cette... Mais est-ce que la culture européenne... Et par ailleurs, il y a une autre difficulté, c'est que s'accorder sur ce que c'est que la culture européenne, en réalité, et l'institutionnaliser à travers une politique européenne, c'est très compliqué. Donc vous avez un certain nombre de gens qui pensent que ça doit rester dans les mains des territoires, des pays, des coopérations bilatérales, etc., plutôt qu'institutionnalisées en politique européenne. Justement, ça pourrait être le bon moment pour se poser la question sur ce que c'est la culture européenne pour fédérer davantage l'Europe.
Je vous rappelais les débats très vifs au moment de l'écriture d'une constitution européenne sur la notion de culture européenne. Ça a été extrêmement compliqué. Est-ce que c'est une question Europe-États-Unis ou est-ce que c'est plutôt ancré chez les Européens eux-mêmes? Il existe un outil qui s'appelle Quant, que moi j'utilise, qui marche plutôt bien. Je pense que de temps en temps, on ne va pas trouver, on va sur Google, mais ça marche très bien. Et qu'est-ce qui fait que, en tout cas les Français, ne sont pas tous sur Quant quand on sait le danger que représente, enfin voilà, et on a quand même pris conscience de l'affaire Google. Et comment on peut expliquer? Donc ça veut dire que c'est culturel, on est tourné vers les États-Unis ou vers l'étranger en se disant bah, ça fonctionne très bien. Voilà, et moi j'ai scratché, enfin je vais sur Google, très exceptionnellement, j'ai Quant en première page. Et je suis surpris parce que très très peu de gens utilisent ça. Mais je me pose la question, j'ai le même constat que vous, je n'ai pas d'explication, en tout cas d'explication étayée par des chiffres, des enquêtes, etc. Maintenant, je me demande si on allait aujourd'hui chez Audencia et on posait la question aux étudiants, est-ce que vous connaissez Quant? Combien connaissent vraiment? Et là, il y a un vrai problème de diffusion et peut-être que c'est aussi aux écoles, après tout, de dire, ben, dans les ordinateurs de l'école, on n'utilise plus, et en expliquant l'enjeu, on arrête d'utiliser Google. Google est prohibé parce que d'abord, il y a une proposition européenne qui est tout aussi performante, et par ailleurs, parce que ça représente un danger. Je ne sais pas, sans doute parmi vous, il y en a un certain nombre qui ont des adolescents chez eux, comme moi. J'ai beau expliquer et réexpliquer, j'ai un mal fou. Alors, il y a un film sur Netflix qui vient en ce moment. Oui, ok, c'est sur Netflix. Mais un excellent documentaire dont le titre m'échappe et qui montre les dangers des réseaux sociaux. Et qui est assez convaincant. Donc voilà, c'est une. Mais vous avez raison sur le constat. À part le fait que j'ai fait partie de ceux qui, à un moment, ont dit bon, ben, moi, je quitte Facebook, je vais sur un autre réseau. Et en fait, personne. Le problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde de l'autre côté. Donc, c'est très difficile. Il y a ce phénomène-là aussi. Donc, je n'ai pas d'explication rationnelle. Je pense qu'il y a une non-conscience du danger. C'est un danger lointain. Et c'est la fameuse formule, moi, je n'ai rien à cacher. Donc, et je pense que c'est un manque de conscience plus un manque d'information qui, au total, fait que il ne se passe pas grand-chose. Mais peut-être que, une fois de plus, que les écoles ont un rôle à jouer dans... Oui, je voudrais vous poser une question. Vous avez beaucoup insisté sur l'hégémonie États-Unis et Chine, qui ont des modèles politiques qui sont très différents des nôtres. Et j'aimerais avoir, est-ce que dans le cadre de votre étude et votre analyse, vous avez perçu que notre modèle politique est un handicap, modèle politique européen, et est-ce que vous percevez qu'inéluctablement, il y a des évolutions qui s'imposeront dans le futur pour pouvoir avoir un processus de décision qui soit efficient? Super, c'est une question vraiment, vraiment intéressante. Je ne sais pas si je peux y répondre de manière simple. Pour moi, ce n'est pas un handicap. Moi, je trouve au contraire que la construction de départ de l'Union européenne est assez géniale. Je vais vous dire pourquoi. On est tel que ça a été conçu. Après, il y a un problème de pratique et d'usage. Aujourd'hui, on voit bien le conflit permanent entre le court terme et le long terme. Parce que dans les démocraties comme la France, finalement, quand quelqu'un est élu, il est élu pour 5 ans, et donc il a au maximum. Et donc il a au maximum 5 ans pour engager une politique et prouver que c'est la bonne, et donc obtenir des résultats. Alors, dans le cas d'une crise sociale, ça peut marcher. Dans le cas d'une crise économique, plus ou moins. Parfois, c'est le successeur qui en bénéficie. Dans le cas d'investissement, de politique d'infrastructure, et a fortiori dans le cas de l'écologie, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas, aujourd'hui, lancer une politique, par exemple, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et prouver qu'on a raison, puisque les effets, au mieux, se produiront dans 25 ans. Au mieux. Et maintenant, on en doute de plus en plus, surtout que c'est pas parce qu'il ne suffira pas que l'Europe le réduise pour que ça ait un impact. Donc c'est extrêmement compliqué pour un élu d'engager des politiques de long terme, là où on lui demande de rendre des comptes sur les politiques de court terme. L'Europe a eu cette idée géniale d'inventer la Commission, c'est-à-dire de dégager l'expertise, c'est-à-dire que les propositions
de politique européenne sont le fait d'experts, et elles sont évidemment après adoptées par le Conseil et puis par le Parlement européen, donc ça repasse par les voies démocratiques. Il n'empêche qu'au départ, ils ne peuvent se positionner quasiment que sur des propositions qui détachent les enjeux de court terme et de long terme. Donc en ce sens-là, moi je trouve qu'au contraire, aujourd'hui, compte tenu des enjeux que nous avons à gérer, la construction européenne est parfaitement, le système politique européen est particulièrement adapté, et la résilience qu'elle montre aujourd'hui aurait plutôt tendance à me donner raison. Maintenant, il y a la face B de la même réalité, qui est l'empilage de normes, l'empilage de réglementations. Et là, il y a une vraie difficulté qui crée une vraie inertie européenne et une vraie difficulté pour l'innovation, pour la recherche, etc. Donc, pardon ? Oui, absolument, absolument. Donc il y a un équilibre qui doit être à trouver entre les deux, entre cette invention de départ qui était assez géniale et la réalité d'une Europe qui fait que les Européens se sont dessaisis complètement des lois qui sont votées et qui en réalité sont émises, non pas par Bruxelles comme on le dit, puisque c'est quand même les chefs d'État qui les adoptent. On a un petit peu tendance à dire que c'est Bruxelles quand on ne veut pas assumer la politique pour laquelle on a voté, mais il n'empêche qu'il y a un vrai problème de déficit démocratique réel ou ressenti, auquel il est important de répondre. C'est pour ça qu'en fin d'exposé, j'insistais sur la notion de vision et de projet, parce que finalement, ces institutions, ce système politique européen, il n'a de sens que s'il sert un projet. Sinon, on ne voit plus que l'hyperstructure et on ne voit plus à quoi elle sert. Et ça, pour moi, la responsabilité en vient aussi aux États membres pendant des années qui ont joué un jeu très dangereux en renvoyant la responsabilité à Bruxelles de décisions impopulaires. Donc, mais voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre... Je voulais faire préciser qu'on a un modèle qui a une inertie telle, quand on compare aux Chinois, que les processus sont déjà longs et on met très longtemps à les mettre. Oui, alors, il m'arrive régulièrement de le dire, si on a comme seul objectif, toutes choses étant égales par ailleurs, la transition écologique, le régime chinois, c'est formidable, c'est beaucoup plus efficace que le régime européen. Maintenant, est-ce que vous auriez voulu être en Chine au moment du Covid ? Moi, non. Personnellement, moi, non. Quand la Chine, au moment des JO, décide qu'il ne faut plus de fumée sur Shanghai, on ferme toutes les usines, alors là, il n'y a pas de plan social pour accompagner, etc. Donc certes, ils sont beaucoup plus réactifs, ils sont beaucoup plus efficaces, et notre chance à tous, peut-être d'une certaine manière, c'est que la conscience écologique des jeunes progresse, et que la contestation sociale en Chine, elle n'est pas tant sur les critères sociaux, mais de plus en plus sur des critères justement de qualité de l'air, de qualité de vie. Et par conséquent, la transition énergétique et écologique de la Chine, elle va se faire. Mais si elle se fait à la marche habituelle de la Chine, c'est bien pour le bilan carbone mondial. En revanche, je pense que pour les citoyens chinois, ça va être beaucoup plus difficile. Donc, voilà, il y a des choix. Très bien. Oui, vous avez présenté l'État-providence comme un modèle de robustesse dans le cadre de la crise actuelle. Pensez-vous que cette robustesse puisse perdurer compte tenu de l'état d'endettement, du poids de la dette des différents États européens? Tout dépend. Enfin, non et oui. Évidemment, c'est une réponse non pas de Normand ou de, je ne sais pas si on dit de Breton, mais c'est vrai que c'est. D'ailleurs, la question de la dette, elle remonte même pas. Elle ne date pas de la Covid-19. Alors, elle a explosé, mais la question de la dette, elle était antérieure. Et elle pose la question de quel est le rôle de la dette, jusqu'où on peut aller. Quel est le rôle de la dette, après tout ? Et si la dette permet effectivement une relance, une reprise, etc., est-ce que c'est pas vertueux ? J'ai du mal à vous répondre, parce que j'ai changé d'avis sur la question plusieurs fois. Tout dépend aussi de ce qu'on fera de la dette. Tout dépend de ce qu'on fera de la dette.
Si vous posez la question à des Suisses, les Suisses, mais ils sont 10 fois plus endettés que nous, vous le savez. Et la Suisse va bien. Donc c'est vraiment, c'est une question pour moi très difficile, parce que je trouve que les deux raisonnements se valent. Et donc, tout l'intérêt de ce projet de relance européenne, c'est effectivement la façon dont il va gérer cette dette. Enfin, il va permettre de créer de la valeur ajoutée qui amenuisera, entre guillemets, qui atténuera le poids de la dette. J'espère, mais là, on est face à l'inconnu. J'ai une deuxième question difficile. Vous avez parlé de relance patriotique, de relocalisation. Comment faire une relocalisation compte tenu du différentiel de coûts avec les pays comme la Chine ou d'autres pays? Alors là, je suis pas. Ça dépend de quel produit, etc. Certaines études montrent que si vous délocalisez à l'est de l'Europe, en gros, vous n'auriez pas forcément un coût beaucoup plus important qu'en Chine, si vous accumulez tous les coûts. Là, je ne suis pas une experte sur le sujet, je pense que ça dépend vraiment des secteurs. Maintenant, après, c'est des calculs aussi à moyen et long terme. Et puis c'est à ça aussi que doivent servir les plans de relance. D'où l'idée aussi de la mise en place, par exemple, d'une taxe carbone, non pas pour être protectionniste, mais pour jouer à armes égales. On avait parlé d'une taxe sociale aussi. Enfin bon. Donc c'est là où il est intéressant de voir si l'Europe va développer une espèce de fiscalité qui ne sera pas un impôt direct sur les Européens, mais probablement des taxes qui permettront d'être un peu plus compétitifs par rapport à des produits issus de pays où la contrainte, soit environnementale, soit sociale, est quand même beaucoup moins forte. Pensez-vous que l'Europe soit capable d'imposer des taxes aujourd'hui, compte tenu de l'indécision qui prévaut souvent au sein de l'Europe? Écoutez, il y a 3 mois, vous m'auriez dit est-ce que l'Europe est capable de mutualiser une dette? Je vous aurais dit non. Hein, donc, oui, c'est vrai. Mais oui, mais c'est ça, c'est tout ça l'enjeu. C'est que c'était un peu l'objet de mon exposé, c'est que le plan de relance pose les bases pour ça. Maintenant, quelle sera la prochaine crise qui permettra de où va aller cette crise économique? On n'en sait rien non plus en réalité. Donc, ce qui doit être, j'aimerais pas être à la place d'un décideur européen aujourd'hui, parce qu'un tel niveau d'incertitude, c'est une sacrée responsabilité d'engager une politique dont on n'a aucune idée quelle peut être sa portée. Bonjour. Alors, effectivement, vous dites que moi, je suis assez d'accord avec votre constat que ce qui s'est fait là dans les 3 derniers mois, dans les 6 derniers mois, est assez extraordinaire. Hein, en tout cas, pour les gens qui pensent que l'Europe compte et doit compter. Donc, est-ce que j'ai une question assez simple. Est-ce que vous pensez que le chiffre 27 est un bon chiffre et qu'à 28, on aurait été aussi bon? On peut couper les caméras, s'il vous plaît. Je peux reformuler, si vous voulez. Non, j'ai très bien compris la question et vous avez deviné ma réponse. Non, il est probable, et ça répond en partie à votre question si l'Europe est capable ou non. Il est clair qu'une Europe à géométrie variable permettrait peut-être d'avancer plus vite. Et ça a été évoqué, d'imaginer qu'à un moment où l'Europe était dans une crise beaucoup politique encore plus aiguë qu'aujourd'hui, il a été évoqué, rappelez-vous, le fait que finalement, j'allais dire presque les pays fondateurs se retrouvent dans un club plus resserré, au même titre qu'ils l'ont fait pour la politique, pour la monnaie unique ou Schengen, c'est-à-dire un club d'États européens qui ont envie de devenir le moteur. Excusez-moi. Dans la gorge. De devenir le moteur de cette construction européenne pour aller plus loin, expérimenter. Moi, je trouvais je trouvais que c'était un projet extrêmement intéressant. Mais je pense que tous les pays fondateurs, les membres fondateurs ne sont pas prêts, en particulier l'Allemagne, pour des tas de raisons historiques qui sont les siennes, et tous les partenariats qu'elle a avec les pays est européens. Il n'empêche que je pense effectivement qu'il y aurait la résilience qui est déjà très marquée, et très étonnante à 27, pardon, oui, aurait été sans doute encore plus marquée, pourrait être encore plus marquée aujourd'hui sur certaines questions, en tout cas, avec certains...
clairement la transition énergétique. On a une vraie difficulté à mettre en place une politique énergétique commune, et en particulier par un frein de pays comme la Pologne, par exemple. Donc, non, je pense que ça pourrait aller plus vite. Maintenant, le but du jeu, c'est pas forcément d'arriver très très vite au bout de la ligne, c'est d'emmener le maximum de gens. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Madame. Bonsoir, c'est pour qu'il y ait une question aussi du fond de la salle, puisqu'il n'y a que le devant de la salle qui pose des questions. Vous avez peu abordé dans votre exposé les problématiques de concurrence interne à l'Union, qui me semblent importantes pour des entreprises qui aujourd'hui sont là, puisqu'on voit que les règles et les différentes normes, notamment fiscales, ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre de l'Union. Donc, est-ce que c'est pas un frein, et ça reste encore un frein énorme à la résilience que vous mentionnez? Et puis, moi, j'ai une deuxième question également sur les questions énergétiques que vous avez abordées. Les questions, pardon ? Énergétiques. Vous dites notamment que c'est absolument clé avec les questions numériques, dont on sait que la prochaine étape sera l'intelligence artificielle. Et là, les Européens sont aussi incapables de se coordonner pour l'instant. Mais est-ce que sur au moins les questions énergétiques, on pourrait pas, il n'y a pas un début de travail d'alliance quand on voit que dans le plan de relance allemand, 9 milliards ont été mis sur l'hydrogène, idem dans le plan de relance français, 7 milliards, pourquoi est-ce que sur des sujets comme ça, on ne pourrait pas faire ensemble le nouvel Airbus énergétique? Pourquoi ça ne se fait pas? Donc une question sur demain, pourquoi est-ce que sur les questions d'énergie notamment, il n'y a pas d'alliance européenne? Et comment contrer ce qui pénalise les Européens, c'est-à-dire cette concurrence interne à l'Union entre eux? Alors, je suis plus à l'aise sur la première question que sur la seconde, enfin, sur les questions énergétiques que sur les questions de concurrence. Sur les questions énergétiques, le problème, c'est que la politique a été extrêmement difficile parce que la situation de chaque État était très différente. Le mix énergétique de chaque État est très différent. Vous avez des pays qui étaient même fournisseurs en Europe du Nord, d'autres entièrement dépendants. On est la France qui a une politique nucléaire, donc c'est extrêmement difficile d'amener à un objectif commun des pays qui, au départ, ont une structure énergétique extrêmement différente. Et derrière cette structure énergétique, il y a évidemment des politiques d'importation et donc des réseaux derrière, soit vers la Russie, je pense en particulier à l'Europe du Nord et à l'Allemagne plus précisément, soit vers l'Algérie ou la Libye pour l'Italie et la France. Et donc, il y avait tellement d'enjeux, et on connaît les enjeux énergétiques, enfin le poids des enjeux énergétiques et des sociétés d'énergie, que jusqu'à présent, étant que l'Europe était une partie de l'Europe était elle-même fournisseuse d'énergie, si je puis dire, fournie, je ne sais pas comment on dit. Oui, bon, bref, c'était extrêmement compliqué. Maintenant que l'Europe arrive, que petit à petit, d'une part, les sources européennes d'énergie s'épuisent, en Italie, en Europe du Nord, bon. Que d'autre part, la priorité climatique fait que la transition énergétique est absolument indispensable et qu'il y a accord, il y a même consensus là-dessus, il y a des engagements qui ont été pris aux accords de Paris et même au-delà pour l'Europe. Il devient beaucoup plus facile, évidemment, de réfléchir aux moyens et au développement de sources d'énergie renouvelables et durables. Alors, la France, elle n'est pas, avec son modèle nucléaire, c'est sûr que c'est pas, elle fait pas consensus et elle ne favorise pas le consensus, évidemment, par rapport à d'autres pays qui sont beaucoup plus portés vers les énergies renouvelables. L'Allemagne, elle a évolué très récemment, parce que en abandonnant le nucléaire, elle est quand même allée vers le charbon pendant un certain temps. Bon, finalement, elle a décidé d'abandonner le charbon, mais ça reste récent. Après, vous avez des pays qui ne sont pas prêts, qui ne se disent pas prêts pour cette transition énergétique, comme la Pologne, en particulier la Pologne, mais pas seulement, qui a été un frein très important aussi, un rapprochement des politiques énergétiques.
donc il y a encore de ces facteurs, et la Pologne finalement marchande sa transition contre des moyens supplémentaires qui lui seraient alloués. Mais maintenant, l'intérêt commun partagé, qui est celui de la réduction des gaz à effet de serre, pourrait être un facteur qui accélère un peu mieux, qui facilite la transition énergétique. Je pense que le plan de relance, qui vise à faire d'une Europe bas carbone, c'est clairement un accélérateur, et c'est une autre manière de mettre en œuvre une politique énergétique commune. Sachant qu'il y a toujours la question russe quand même derrière. Et puis le troisième facteur sur l'hydrogène, ce que vous évoquiez, en réalité, il y a une politique, ce que je disais tout à l'heure, il y a une alliance européenne de l'hydrogène. Donc c'est un projet très récent, ça date de 2019, mais c'est quelque chose qui est en train d'être mis en place. Donc pour le coup, on peut parler d'une vraie politique européenne de l'hydrogène destinée à mutualiser les investissements et pour les rendre plus efficaces. Donc l'heure est grave, mais pas désespérée. Pour l'autre question, j'avoue que je suis beaucoup moins à jour sur les questions de concurrence interne. Et donc, je risquerais de vous faire une réponse imprécise que je déteste. Donc, voilà. Et surtout que je ne sais pas s'il s'agit de questions de résilience ou pas. Non, je serais trop imprécise pour répondre. Je préfère vous dire que je ne sais pas. Merci beaucoup. S'il n'y a plus d'autres questions dans la salle, on va faire donc la clôture de cette journée. Merci beaucoup, Virginie. Votre récit a été vraiment très intéressant. Merci. Au moins de ma part, j'ai vraiment apprécié votre intervention.